Salut à tous, mon nom est Ménété, bienvenue sur la chaîne des chroniques de la Diaspora TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, donc il s'agit de se demander comment le monde changera au sortir de cette crise. Alors, avant de commencer, j'aimerais donc vous rappeler qu'il est très important de nous soutenir à travers vos abonnements. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avance de vous abonner et aussi merci d'être fidèle à nos publications. Les j'aime et les commentaires font toujours du bien. Donc, je n'en vois pas trop, mais j'aimerais avoir plus de j'aime. Ok? Merci beaucoup. Vous convenez avec moi qu'au sortir de cette crise, euh, il y aura un changement de l'ordre mondial, comme on le dit. Mais ici, là, par changement de l'ordre mondial, on parle beaucoup plus de la globalisation ici, la globalisation du commerce ou du business ou alors de l'économie. Et tout le monde, dans les différentes diplomaties, savent qu'il y aura un changement. Mais comment le changement se fera? Quelle est la nature de ce changement? On ne sait pas encore. C'est pour ça que nous nous sommes permis donc de faire cette petite analyse, de vous dire ce que l'on pensait donc de comment le monde changera. Alors on va le faire en 3 points. Le premier point donc, ça sera vous donner l'avis de certains experts selon une étude qu'ils ont faite dans laquelle ils ont identifié 4 scénarios selon lesquels le monde changerait. Le deuxième point, donc, ça sera la remise en cause de la stratégie de la délocalisation. Évidemment, comme vous le savez, la stratégie de délocalisation, c'est l'un des piliers les plus importants de la mondialisation. Et quand même, il faut avouer qu'elle a été challengée pendant cette crise sanitaire. Et le troisième point, ça sera finalement nous poser la question de savoir quelles sont donc les leçons que l'Afrique peut tirer de toute cette situation-là. Et comme vous savez, le but des analyses que nous faisons, c'est donc analyser les sujets de n'importe quelle nature et leur effet, donc quel est leur rapport avec l'Afrique. Si nous avons un sujet et qui peut apporter un changement au niveau un sujet qui peut apporter un changement au niveau de l'Afrique, ça nous intéresse et on le fera avec vous. On vous donnera nos commentaires, nos avis sur ce sujet. Alors, le premier point, comme on vous l'a dit tout à l'heure, ça serait donc, c'est vous identifier donc les scénarios que certains experts ont envisagés. Alors, cette information-là, je vous rappelle, hein, je vous donne la source de l'information, c'est pas moi qui l'ai inventée ici. Donc la source c'est donc fortune.com, fortune.com, ok? Et c'est là-bas que j'ai eu l'information là. Donc c'est un groupe d'experts qui ont élaboré donc 4 scénarios selon lesquels le monde changerait. Donc le premier scénario selon eux, c'est donc le cas où la crise est passagère. Le deuxième, c'est le cas où la crise perdure. Le troisième scénario, c'est le cas où le soleil se lève à l'est. Donc, je sous-entends ici, je pense que selon ce qu'ils entendent par l'est ici, je crois que c'est l'Asie. Et le quatrième scénario, ça serait donc la résurgence de l'isolationnisme ou alors du protectionnisme. Ok? Alors, le premier scénario, de quoi il s'agit? Le premier scénario, on va commencer donc par le premier scénario. Le premier scénario est le cas où la crise est passagère. Donc, selon les experts, si la crise est passagère, ici ils envisagent le cas où donc les mesures prises par les différents gouvernements dans le monde, donc ces mesures, comme vous le savez bien, à savoir tous les gestes barrières, y compris la création ou la découverte du vaccin ou d'un traitement curatif ou préventif. Donc tout cela aurait été effectif. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait? Les experts pensent qu'à ce moment-là, il y aurait donc un rebondissement rapide de l'économie. Okay? Et eux, ils envisagent que le rebondissement se ferait vers la fin de 2020, début 2021. Et ils
ajoute aussi qu'à ce moment-là, il y aurait donc la confiance sociale et que la cohésion sociale aussi reprendra en même temps. Ok? Le deuxième scénario, c'est le cas où la crise perdure. Alors, c'est là où Le deuxième scénario, c'est le cas où la crise perdure. Et les experts envisagent que si la crise perdure, elle prolongera donc la crise économique, bien évidemment, et que du coup, la confiance dans le gouvernement s'affaiblira. Okay? À ce moment-là, les entreprises vont si vous voulez, accélérer la machine capitaliste, donc ils vont entrer en action. Et le deuxième scénario, c'est le cas où la crise sanitaire perdure. Alors, les experts envisagent que si la crise sanitaire perdure, elle prolongera la crise économique et du coup, la confiance dans le gouvernement s'affaiblira. En outre, ils pensent qu'à ce moment-là, donc les entreprises monteront au créneau pour donc accélérer les intérêts capitalistes. Et je crois que c'est ce qu'ils ont déjà fait. Ils ont commencé déjà à faire avec les compagnies comme Amazon, à travers le shipping ou shopping online. Et puis en dehors de ça, il y a aussi les streaming companies comme les Netflix. Et aussi, il y a aussi évidemment Zoom, qui est devenu un outil très important à travers donc la possibilité que la compagnie a donnée aux gens de faire des réunions ou de travailler à distance. Okay? Et en dehors de ça, vous avez aussi le système éducatif, dans la majorité des cas, sont allés en ligne et donner des cours aux enfants sur Internet. Et certains pays qui n'ont pas trop accès à l'Internet ont été aussi très créatifs et ils ont donné des cours, donc ils sont en train de donner des cours aux enfants donc à travers la télé nationale. Alors, les experts pensent aussi que tout ceci va faire que les gens embrassent la technologie comme un outil important. Plus que jamais très important donc, un outil très important de travail, ou alors pour l'éducation, ou alors des réunions. Il n'y a pas que Zoom, il y a aussi Google Meet, et il faut aussi ajouter que Facebook est mis aussi très rapidement en donnant aux gens la possibilité donc de faire des groupes, des meetings de groupes. Ils ont aussi donné cette possibilité-là aux gens. Le troisième scénario, les experts l'ont appelé donc le soleil se lève à l'est. Dans ce scénario, les experts envisagent le cas où donc à la fin de la crise sanitaire, la Chine émerge comme étant la première puissance mondiale. Évidemment, pour quelle raison elle émergerait comme la puissance mondiale? C'est simplement parce que la Chine aurait peut-être mieux géré la crise que les autres pays. Et c'est pas un secret, on peut le dire. Hein. En tout cas, c'est ce qui se dit déjà dans les médias occidentaux, que les pays comme la Chine et la Corée du Sud ont mieux géré donc la crise sanitaire parce qu'ils ont, je crois, instauré des systèmes de confinement un peu très coercitifs. Ok. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que les experts pensent qu'il se passerait? Pour les experts, donc le visage de leur monde, si jamais le soleil se lève à l'est, à ce moment-là, la mondialisation changera donc de visage. Et les principes démocratiques seront donc remis en cause. Et on verra dans le monde de plus en plus l'installation des régimes dictatoriaux, des mesures de gouvernement coercitives seront de plus en plus fréquentes. La liberté d'expression et les autres libertés qui caractérisent le régime démocratique seront également remises en cause. Le
le quatrième plutôt, le quatrième scénario, c'est la résurgence donc de l'isolationnisme. À mon avis, le quatrième scénario est pratiquement lié au troisième, parce qu'en fait, à mon avis, c'est la conséquence directe donc, du troisième scénario que nous vous avons dit tout à l'heure. Et alors, qu'est-ce que les experts pensent à propos? Dans ce scénario, les experts donc envisagent une résurgence du principe de l'isolationnisme, car tout le monde aurait compris les limites de la globalisation. Il y aurait certainement des manifestations pour réclamer la fermeture des frontières. Du coup, les tarifs douaniers seront mis en place et le système de libre-échange que nous connaissons aujourd'hui seront également remis en cause. Et comme de toutes les façons, comme on le sait déjà, les tarifs douaniers sont de plus en plus réclamés ici et là. Dans ce scénario naîtra également, de ce scénario comme de ce quatrième scénario, naîtra également, selon les experts, le doute sur donc le principe de libre-échange. Du coup, les gouvernements passeront à plus de régulation pour les entreprises. Ok? Et peut-être on peut dire aussi que l'Europe aussi risque d'être disloquée. Les blocs économiques qui ont été créés à la suite donc de la mondialisation peuvent aussi en périr. C'est le cas, surtout au début de la crise. Beaucoup de gens ont craint qu'il y ait comme si un déboussolement de l'Union européenne. Surtout au début, quand l'Italie a vraiment tâtonné à gérer la crise et qu'au début, l'Europe ne s'est pas manifestée pour la soutenir. Voilà donc les 4 scénarios que ces experts ont envisagés. Et avant de continuer sur le deuxième point de notre intervention, j'aimerais vous rappeler que ici, si vous venez d'arriver sur notre chaîne, j'aimerais vous rappeler que nous sommes donc en train de parler de la mondialisation et de ses effets, donc de la crise sanitaire et ses effets sur la mondialisation. Ok. En plus, j'aimerais vous rappeler qu'il est très important que vous aimez ce que nous sommes en train de faire, donc il est important de souscrire à la chaîne, donc cliquez sur le bouton d'abonnement pour que vous abonnez donc à la chaîne, et à ce moment-là vous nous encouragez le travail que nous sommes en train de faire. Et en dehors de ça, donnez-nous des thumbs up, si vous aimez, donnez-nous des thumbs up, ok? Merci. Le deuxième point que nous voulons vous parler, donc il s'agit donc de la remise en cause de la stratégie de délocalisation. Ici, là, c'est là où il y aura plus de changements à notre avis. Ça sera la remise en cause de la délocalisation, de cette stratégie de délocalisation ou de outsourcing en anglais, qui a pendant longtemps donc été l'un des piliers les plus importants de la mondialisation telle qu'elle est connue actuellement. Okay? Durant la crise sanitaire, comme vous le savez, les États ont eu du mal donc à s'approvisionner des outils sanitaires de première nécessité, okay, à savoir donc les masques chirurgicaux, les tenues d'infirmières, et il faut avouer que dans certains cas, les infirmières ont fait recours donc au sac-poubelle. C'est pas un secret, hein. On en a parlé pour New York, et quelques-unes de mes copines aussi qui sont infirmières en France ont reporté les mêmes cas. Okay. Donc des équipements médicaux et même des antibiotiques, puisque comme on le sait bien, la majorité de ces éléments-là sont fabriqués en Chine. Il était reporté donc dans certains cas que les infirmières ont fait recours à des sacs poubelles pour se protéger. Les limites de la stratégie de délocalisation ont été mises à nu avec cette crise. Parce que, comme vous savez, les États
pendant longtemps tâtonné, surtout au début de la crise, de pouvoir s'approvisionner de pouvoir donc s'approvisionner des produits sanitaires de première nécessité. Et aussi, du coup, on s'est demandé on s'est rendu compte qu'il était devenu donc, du coup, on s'est rendu compte qu'il était devenu difficile pour un seul pays. Du coup, on s'est rendu compte qu'il est difficile pour un seul pays de ravitailler tout le monde entier si jamais on a une crise de telle envergure. Il faut avouer que depuis que le monde s'est lancé dans la globalisation commerciale, elle n'a jamais été challengée de la manière qu'elle a été challengée à travers cette crise sanitaire. Donc c'était une première, et c'est sûr que à travers cette crise, ils se sont rendus compte finalement que la globalisation telle qu'elle est conçue actuellement n'est pas aussi fiable. Okay? Donc il faut aussi rappeler que le système de mondialisation actuel est structuré comme suit. Oui, donc c'est ce qu'on dit, on parle de globalisation et mondialisation, on ne précise pas exactement qu'est-ce que c'est, donc on va essayer donc de vous l'expliquer qu'est-ce que c'est. Quand on dit système de mondialisation, on ne parle pas de la mondialisation culturelle, on ne parle pas non plus de la mondialisation politique, mais on parle plutôt de la mondialisation économique. Comme vous le savez bien, vous savez mieux que moi certainement qu'en économie, il y a 3 secteurs très importants, le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Alors, et selon la mondialisation telle qu'elle est conçue maintenant là, c'est fait de sorte que le secteur primaire se fait si vous voulez, se fait à un point donné, le secteur secondaire ailleurs et le secteur tertiaire ailleurs. Alors, de quoi s'agit-il? On est en train de parler de secteur tertiaire, secondaire et primaire. On va expliquer, on va rappeler que le secteur primaire, en matière d'économie, il y a 3 secteurs très importants, le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Et en matière de mondialisation, ils ont envisagé que le secteur primaire se fasse à un point B, le secteur secondaire à un autre point, et le secteur tertiaire ailleurs. C'est pour cela que dans ce schéma, nous avons les matières premières sont extraites en Afrique, et la production et la manufacturation se fait en Chine ou alors dans les pays de l'Asie. Et enfin, la consommation se fait un peu partout dans le monde, avec évidemment la priorité étant donnée aux pays dans lesquels ces compagnies-là sont originaires. Si vous voulez, les pays dans lesquels les compagnies-là ont leur nationalité, détiennent la nationalité. Okay? Nous sommes en train de parler de la délocalisation, pourquoi les usines se délocalisent et quel est l'intérêt donc quel est l'intérêt que les usines donc trouvent à se délocaliser. Donc on va essayer de définir ce que c'est que la délocalisation. La délocalisation, c'est une stratégie entrepreneuriale de transférer les activités de l'entreprise d'un pays à un autre sans que la destination des biens ne change. Ça veut simplement dire ceci. Si je suis une entreprise et que j'aimerais faire une délocalisation, supposons que mon entreprise a la nationalité congolaise et que je décide de faire la production de mes produits vers l'Angola, à ce moment-là, je vais délocaliser mon entreprise en Angola. Cependant, les biens qui seront produits dans cette entreprise, bien que ce soit produit en Angola, mais ne sont pas destinés à l'Angola. Ces biens seront ship ou alors, comment on appelle ça? Ces biens-là seront ship ou seront renvoyés au Congo. Okay? L'usine va là-bas juste pour faire la production ou la manufacturation des produits pour une autre destination, mais pas le pays dans lequel ils font la production. Okay? Et donc cette stratégie, en réalité,
pourquoi les entreprises font cette stratégie? Pourquoi les entreprises donc délocalisent leurs activités? En réalité, ils délocalisent leurs activités donc pour réduire le coût de production, à savoir le coût des matières premières, de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre le plus souvent est à bon prix, et aussi le coût de stockage de la marchandise est abordable. En dehors de ça, le plus souvent, beaucoup de gens estiment que beaucoup de gens estiment que quand l'entreprise se délocalise à un point donné, c'est pas seulement aussi pour le prix, c'est pas aussi pour des raisons, si vous voulez, ce n'est pas seulement pour réduire le coût de la marchandise ou le coût de la production, que en Occident. Ça, c'est la première raison. En dehors de ça, il y a aussi un personnel ici qualifié en Asie, parce que bon, ça c'est ce qu'ils supposent, hein. Je ne sais pas si c'est vrai. Ils disent souvent que les habitants de cette partie du monde sont très bosseurs. Ils ont le sens du travail, ils sont très efficaces et effectifs, et très efficients aussi, donc ils ont un sens du travail. C'est des bosseurs, si on peut le dire. Donc c'est parmi les raisons pour lesquelles les compagnies envoient leur production ailleurs. Et aussi, il y a aussi le coût de stockage. Le coût de stockage est moins élevé là-bas que si ces compagnies-là faisaient leur travail en Occident. En dehors de cela, il y a aussi des infrastructures qui sont mieux équipées et mieux adaptées à la production. Et il ne faut pas aussi oublier donc les mesures liées donc comment on appelle, à l'environnement. Comme on le sait très bien dans les pays de l'Occident, les gens sont plus conscients de l'environnement sur l'environnement qu'ailleurs. Donc les lois sont plus exigeantes, exigent plus des entreprises de mettre en place, si vous voulez, des mesures pour lutter contre l'environnement. Et certaines entreprises pensent que ça affaiblit le taux de production. Donc, voilà, nous avons essayé de définir pour vous ce que c'est que donc la délocalisation. Cependant, durant cette crise-là, donc après les difficultés que les pays ont connues pour s'approvisionner donc des matières sanitaires de première nécessité, il y a de plus en plus aujourd'hui des demandes de relocalisation de ces entreprises. La majorité des leaders ont compris qu'il est très important que la production des matières de première nécessité se fasse sur place même, plutôt que d'attendre que la Chine, ou si vous voulez, d'attendre que la Chine fasse la production pour tout le monde. Et il faut avouer que les pays ont réellement tâtonné. Dans un premier temps, il y avait pénurie de masques, pénurie même d'antibiotiques, pénurie de tout ce qui est sanitaire. Et à ce moment-là, ça a donné comme ce qu'on appelle en anglais un wake-up call, ou si vous voulez, un réveil pour les leaders qu'il est très important que ces usines soient relocalisées, donc revenir dans leur pays d'origine. Et donc c'est aussi ça, la définition donc de la relocalisation, qui est donc, contrairement à la délocalisation, une stratégie entrepreneuriale consistant à rapatrier des activités de production donc dans les pays d'origine de la société mère. Voilà. Une stratégie entrepreneuriale consistant à rapatrier les activités de production dans le pays d'origine de la société mère qui auparavant étaient délocalisées. L'appel à la relocalisation est faite par un certain nombre de leaders aujourd'hui qui ont réalisé finalement que le système qu'ils ont créé au début donc oh non, c'est plutôt vers la fin du XXe siècle, donc au début des années 90, était plus avantageux, que ce système avait donc des limites, qu'au sortir, qu'avec la crise a vraiment démontré que le système qu'ils ont créé là, c'est-à-dire qu'une production ici, que l'Asie soit l'unique à faire la production et la manufacturation des produits,
Mais au moment de la crise, c'est difficile que ce soit seulement un pays qui fasse la production pour tout le monde entier. Donc c'est devenu difficile. C'est pour ça que, et puis ça relève aussi de, comme vous le savez, ça relève euh, de la sécurité de l'État. Comme on a appelé cette crise comme étant une crise sanitaire ou une guerre sanitaire. Et donc les États se sont sentis en insécurité. Ils se sont rendus compte que les stratégies utilisées par les entreprises pendant les années 90, dans le but évidemment de réduire la production et aussi réduire le prix de consommation, n'est plus avantageux aujourd'hui. Ok? Donc ceci vient simplement renchérir ce que nous avons dit auparavant, que les choses vont définitivement changer. L'Asie risquerait donc de perdre les privilèges, le privilège d'avoir la majorité d'usines de production ou de manufacturation sur leur territoire. À ce moment-là, ceci présente une opportunité pour l'Afrique. Okay? Les usines donc qui ont sorti ces pays-là, comme on le sait bien, hein, ce sont ces usines-là qui ont, évidemment, c'est ce système-là qui a fait de l'Asie ce qu'elle est devenue aujourd'hui, et spécialement de la Chine, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais avec cette remise en cause de la stratégie comment on appelle, de délocalisation, ça ne sera pas évident pour sortir de cette crise que la Chine bénéficie encore de ces, si vous voulez, de ces privilèges-là. Donc, voilà pourquoi nous pensons qu'il y a une opportunité pour l'Afrique. Alors, quelles sont les leçons que l'Afrique peut tirer donc de cette crise sanitaire? La première leçon, nous pensons d'abord que le premier point que nous avons souligné, il est plus qu'impératif pour l'Afrique d'avoir une production locale, surtout en ce qui concerne les matières sanitaires de première nécessité. Il est très important que ça soit produit sur place. Et on l'a déjà remarqué, la majorité des pays se sont mis à le faire déjà. Par exemple, au Madagascar, ils ont découvert ce Covid-19. Il est plus qu'impératif d'associer, pour l'Afrique, d'associer la science conventionnelle si vous voulez, au travail des praticiens. Et en dehors de ça, la production des équipements comme les masques, comme ils se sont mis à le faire, on peut dire aujourd'hui qu'ils n'ont plus besoin d'aller chercher ailleurs et donc ils ont l'obligation, plus que jamais, de continuer à faire la production sur place. Et en dehors de ça, surtout en ce qui concerne la délocalisation, comme elle a été remise en cause, il est plus qu'impératif de repenser le système. Alors, ça ne sert à rien de limiter donc le secteur secondaire, que ce soit donc ça ne sert plus à rien avec ce que nous avons vu, que le secteur secondaire soit le privilège donc de l'Asie. Aujourd'hui, on peut avoir la Chine, elle fait sa production et la manufacturation comme d'habitude, mais en dehors de ça, on peut ajouter à cela aussi l'Afrique. L'Afrique peut aussi profiter donc d'avoir des compagnies de manufacturation de ces mêmes matières premières. Et cela ferait quoi? Premièrement parce que la jeunesse, elle est aujourd'hui, comme on dit, la jeunesse africaine est très dynamique et la démographie en Afrique, apparemment les gens disent que c'est la plus jeune. Donc évidemment, ces jeunes-là sont assoiffés de boulot. Donc si ces entreprises sont installées en Afrique, donc ça ferait du bien à tout le monde. Et en dehors de ça, c'est aussi parce que l'Afrique, même si on pense que, mais je pense que la jeunesse aujourd'hui est plus ou moins éduquée et elle est aussi qualifiée. Et si jamais ce n'est pas le cas, on peut toujours se mettre à les entraîner. Ça fait aussi partie, l'entraînement fait aussi partie donc, le training fait aussi partie donc des obligations des entreprises. Et en dehors de ça, la délocalisation peut aussi profiter à l'Europe. Dans quel sens? Il peut profiter de la proximité de l'Afrique avec l'Europe. Et que si jamais il y a une autre crise de l'envergure que nous l'avons actuellement, plutôt que de laisser un seul pays ravitailler tout le monde, ce qui a été démontré être difficile,
si vous avez 2 points où vous vous approvisionnez des matières, des produits de première nécessité, ça serait une bonne chose. Et à ce moment-là, donc, le tâtonnement qu'on a connu là n'aura pas lieu. Et l'Afrique, et comme l'a dit, apporterait à tous ces pays-là ce dont ils ont besoin, ou à tout le monde ce dont ils ont besoin. Et en dehors de ça, l'Europe peut aussi profiter de relocaliser, les usines qui sont en Asie, là, vers l'Europe, vers l'Afrique, pour éviter donc le flot d'immigration vers l'Europe. Comme on le sait déjà, tout le monde se plaint aujourd'hui, d'ailleurs qu'il y a trop d'immigrants. Et en dehors de ça, nous tous nous plaignons du fait que les Africains vont perdre leur vie parfois dans la Méditerranée. Et c'est une situation qui ne plaît pas à tout le monde. Donc, si l'on relocalise les usines de production ou de manufacturation vers l'Afrique, à ce moment-là, on va réduire le taux d'immigration en Europe. C'est sûr que l'Afrique, comme on le sait, la jeunesse est très assoiffée de boulot actuellement. Si ils ont la possibilité d'avoir le boulot, c'est une bonne chose. Et en dehors de ça, les entreprises peuvent donc payer aussi les dettes, les impôts. Et voilà. C'est depuis les indépendances. Donc, depuis les indépendances, les relations économiques que l'Afrique a eues avec l'extérieur n'ont pas profité à la jeunesse africaine. Le système éducatif est en délabrement. Le système de santé laisse à désirer. Alors, l'Afrique peut aussi profiter donc de l'accélération de la transformation des activités en digital. Ça aussi c'est un point, c'est une leçon aussi à tirer pour l'Afrique. Donc elle peut aussi profiter donc de transformer les activités sur le digital. Alors, ici là, donc, comme on l'a dit, comme on l'a constaté, hein, la particularité de cette crise sanitaire a été que donc les activités ont stoppé, comme on l'a dit, on a stoppé toutes les activités, mais la vie virtuelle a continué. Donc on continue à faire le shopping online, les enfants continuent à faire les cours en ligne, et même les travailleurs continuent à travailler. Beaucoup sont encore en train de travailler sur Internet. Et d'ailleurs, il faut en passant dire que les compagnies de technologie ont connu le boom pendant cette période-là. Toutes les compagnies de streaming, vous pouvez les appeler, comment on appelle, Zoom, de streaming comme les Netflix, et puis aussi d'autres compagnies de technologie comme Amazon, Apple et toutes les autres compagnies. Ok? Merci beaucoup, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Donc, n'oubliez pas de souscrire sur notre chaîne. Merci d'avance et à la prochaine.